Ce soir, dans E = M6, découvrez des animaux sauvages aux portes de nos villes. Savez-vous que Paris, Lille ou Marseille abritent une faune insoupçonnable? Vous allez découvrir que les toits de la capitale sont habités par des faucons, que les chauves-souris se cachent dans les tunnels de nos banlieues et qu'à la nuit tombée, des renards s'alimentent dans nos poubelles. Vous connaissez la ville de Biarritz, envahie par les touristes chaque été, mais savez-vous que cette station balnéaire est comme 48% de nos côtes françaises, en partie restées sauvages? Alors, quel trésor marin peut-on trouver sous les rochers? Savez-vous qu'en Picardie vit une colonie de phoques et qu'au large de nos mers, on peut croiser des baleines, des dauphins et même des requins plongés dans les secrets marins de notre territoire? En France, la montagne est souvent synonyme de sport d'hiver. Mais savez-vous qu'à quelques pas des stations de ski habitent 3 des plus grands prédateurs sauvages d'Europe? Il s'agit du lynx, du loup et de l'ours. Mais comment vivent-ils sur notre territoire? Et sont-ils vraiment dangereux pour l'homme? On vous dit tout. Bonsoir. En dépit de ses 65 millions d'habitants, de ses villes, de ses routes, la France reste en 2012 un véritable territoire sauvage, peuplé d'innombrables espèces animales, dont certaines se sont étonnamment adaptées à notre civilisation moderne. C'est ce que nous allons découvrir ce soir avec des scientifiques à la montagne, au bord de la mer et même en pleine agglomération parisienne. Savez-vous que le lièvre, le renard, le sanglier et même le cerf vivent aux portes de Paris? Les zones les plus urbanisées regorgent d'espèces sauvages sans que nous le remarquions. Nous sommes allés à leur rencontre avec des naturalistes et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, les villes sont de plus en plus accueillantes pour ces animaux. Reportage d'Audrey Martinez. Près d'un quart du territoire français est occupé par les villes, du béton, des voitures et de la pollution. Mais saviez-vous que dans cet univers créé par l'homme se cachent des animaux sauvages? Renards, faucons, hérissons ou encore chauves-souris. Dans Paris par exemple, près de 1700 espèces d'animaux vivent sans même qu'on les remarque. Comment font-elles pour survivre dans la jungle urbaine? Pour le savoir, E = M6 est parti à leur rencontre. Dans le 13e arrondissement de Paris, au milieu des tours, un groupe de chasseurs d'un genre particulier est à l'affût. Leurs armes, des jumelles et des appareils photo. Mais que peuvent-ils bien observer? Des pigeons? Pas vraiment. Tiens, la pie, elle continue de faire l'andouille, là. Une pie? Non plus. Ce qui intéresse Frédéric Mahler, ornithologue, et ses collègues passionnés d'oiseaux, c'est le faucon pèlerin, le rapace le plus rapide du monde. Il s'est installé en haut de ces tours parisiennes. Il est là. Il est posé, c'est bon. Là, elle fait sa toilette. Enfin, il ou elle fait sa toilette. Alors, femelle ou pas femelle? Vu le gabarit, là, quand elle arrivait en vol, moi, je pencherais plutôt pour une femelle. Hein. Ah, il décolle. Ouais. Il est pas. Il y a un pigeon qui vient de passer, là. Le pigeon ramier partir, là. Oh, dis donc, il chasse, là. Hein. Il a faim, hein. La taille moyenne de ce rapace est de 45 cm contre 32 pour notre pigeon des villes. Il a été baptisé faucon pèlerin car son nid est très bien caché. On a donc longtemps cru que cet oiseau était toujours en déplacement. Habituellement, on croise plutôt ces rapaces en montagne ou au sommet des falaises. Mais aujourd'hui, Frédéric Mahler est plutôt gâté. Déjà, c'est toujours un plaisir particulier. Et en ville, il y a le côté presque gaguesque de se dire, ben voilà, quand on a réussi à avoir un pèlerin en ville. En plein Paris, ça reste quand même incroyable, enfin exceptionnel, quoi. Il faut être clair. Il y a 5 ans, il n'y en avait pas un. Mais pourquoi les faucons pèlerins ont-ils colonisé les villes? C'est d'abord parce que leur nombre a augmenté. Dans les années 60, on ne répertoriait qu'environ 150 couples de ces rapaces en France, les pesticides utilisés dans les champs ayant réduit leur population. Mais depuis la fin des années 70, l'utilisation de ces produits a diminué et l'effectif des faucons pèlerins a été multiplié par 10. Ces 1500 couples et leurs familles ont donc besoin de nouveaux territoires de chasse. Et pour eux, la ville est un endroit parfait. Il a découvert que ça ressemblait quand même assez bien à des falaises, donc les immeubles qui sont autour de nous. Il se nourrit d'oiseaux. Donc, en plus des immeubles qui ressemblent à des falaises, la ville, ça fournit les pigeons. Et donc, il y a de plus en plus de pèlerins qui s'établissent en ville. En milieu urbain, ces faucons sont aussi protégés de leurs prédateurs naturels, comme l'aigle.
et bénéficient d'un climat plus agréable, car en ville, il fait un peu plus chaud qu'à la campagne. Mais s'ils se sentent si bien à Paris, pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux dans la capitale? C'est parce que chaque famille de faucons pèlerins occupe un territoire de 30 km². Si d'autres faucons chassent sur leur territoire, il y a conflit. Il ne peut donc pas y avoir plus de 3 couples dans Paris, qui fait 105 km². Certains animaux, en revanche, ont dû adapter leur mode de vie au contact de la ville. Regardez qui vient manger dans vos poubelles pendant que vous dormez. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un renard. Des renards dans Paris, est-ce courant? Réponse avec Xavier Jappiot, naturaliste. Le renard peut être largement une espèce urbaine. Dans toutes les grandes villes, il est présent. C'est qu'un canidé, un chien sauvage. Et si je prends le cas de Paris, c'est une population de l'ordre d'une centaine d'individus, l'essentiel dans le bois de Vincennes, et quelques-uns de l'ordre de 10 à 15 dans Paris intramuros, notamment au métro République. Et cette population est stable. Depuis qu'on a commencé à la surveiller à Paris dans les années 80, elle n'a ni augmenté ni diminué. Venus des forêts et des campagnes, les renards sont arrivés en ville car ils y trouvent facilement de la nourriture. Ils se servent dans nos poubelles sans avoir besoin de chasser. Mais en ville, où se cachent-ils ? En milieu rural, il a plutôt tendance à creuser des terriers, ce qui est extrêmement classique. Et en milieu urbain, il va totalement s'adapter différemment. Il va rechercher des petites dépressions, par exemple dans une cave, un soupirail, une voie ferrée désaffectée, un tunnel, se positionner là. Il va même mettre bas ses petits sans aucun problème. La poubelle, c'est une réserve de nourriture pour beaucoup d'animaux, même les oiseaux. Regardez ces corneilles, elles n'hésitent pas à déchirer le sac poubelle pour se servir. Mais est-ce vraiment bon pour leur santé ? Ce que les renards ou fouines ou autres animaux qui vont faire les poubelles vont récupérer, c'est pas toujours forcément très équilibré, notamment quand c'est à base de pain. Donc c'est très riche en amidon. Et si je prends le cas de la corneille noire, elle va développer une dépigmentation qui sera dans les blancs à cause de cet amidon. En effet, la corneille est omnivore, c'est-à-dire qu'elle mange de tout. Mais si elle se limite à un seul type d'aliment, comme le pain, elle développe des carences qui décolorent ses plumes. Dans nos jardins, certains animaux ont trouvé une solution encore plus efficace pour se nourrir. Et bien meilleure, la gamelle du chat ou du chien. Regardez ce hérisson, il vient directement se servir et le chat n'a pas son mot à dire. Un autre animal sauvage vit caché tout près de nous dans les tunnels de Paris, la chauve-souris. Aujourd'hui, le spécialiste Jean-François Julien fait découvrir ce petit mammifère méconnu à Astrid, 16 ans. Et pour la trouver, il faut chercher dans les petites failles. Ce sont des animaux qui aiment bien sentir les parois de leur gîte à la fois sur le dos et sur le ventre. C'est vraiment des bêtes de fissures. Mais comment elles peuvent rentrer dans des si petits trucs? Elles sont beaucoup plus plates qu'elles n'en ont l'air. Le squelette est très aplati. Même le crâne et la boîte crânienne est vraiment assez aplatie. Elles sont très adaptées. Mais là, elles hibernent? Là, elles commencent à hiberner. On est un peu en demi-saison. En plein été, il y en a quasiment pas. On en est à un peu moins de 500 chaque hiver. Cachée entre ces deux dalles de béton, une pipistrelle commune, la plus petite chauve-souris de France. Elle ne mesure que 5 cm et se nourrit d'insectes. Donc tu la vois bien, là? Qu'est-ce que tu aperçois? Le museau. Oui. Elles ont des grandes oreilles. Oui, elles ont d'assez grandes oreilles. Tu sais qu'elles se servent d'un système de sonar ou d'écolocation pour se diriger. Donc elles ont proportionnellement des grandes oreilles et on voit juste le bout des ailes. Comme la pipistrelle vit dans le noir, pour se diriger et repérer ses proies, elle utilise non pas sa vue, mais des ultrasons. Elle émet ces sons et lorsqu'ils rebondissent sur un obstacle, elle détecte leur écho. C'est l'écholocation. Vous n'entendez rien? C'est normal, les cris des chauves-souris sont trop aigus pour nos oreilles. Pour les entendre, Jean-François Julien utilise cet appareil. Là, on entend ces signaux d'écholocation transformés par cet appareil qui nous les rend audibles parce que ce sont vraiment des ultrasons. Là, elle est vers 50 000 Hz, c'est-à-dire 2,5 fois plus aigu que la limite de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Mais comment la chauve-souris a-t-elle réussi à s'adapter à l'environnement urbain? Alors la pipistrelle commune, elle a une particularité, un avantage sur les autres, c'est qu'elle craint beaucoup moins la lumière des éclairages publics, des éclairages artificiels que d'autres espèces de chauves-souris. Elles y trouvent aussi de nombreux abris dans les fissures des tunnels et des façades des immeubles. La ville a quand même quelques inconvénients pour elles. Il y a moins d'insectes que dans les campagnes.
Heureusement, depuis quelques années, les jardins et parcs urbains n'utilisent plus d'insecticides. Elles ont donc un peu plus de nourriture. L'autre danger des villes pour les chauves-souris, ce sont les chats. Jean-François Julien soigne régulièrement des pipistrelles qui se sont fait attaquer par nos animaux de compagnie. Celle-ci a eu le bras cassé, déchiré par un chat et ne pourra plus jamais voler. Vous l'aurez compris, en ville, la nature reste tout de même fragile. Pour favoriser la vie des animaux sauvages, vous pouvez installer des nichoirs à oiseaux ou à chauves-souris sur vos balcons et dans vos jardins. N'hésitez pas à laisser un petit coin d'herbe haute qui leur fourniront de quoi manger et dormir. Imaginez, vous faites du bateau avec des amis et vous tombez nez à nez avec des phoques, des baleines ou même des pingouins. Non, vous n'êtes pas au pôle Nord, mais bien sur les côtes françaises. La moitié de notre littoral est restée sauvage et peuplée d'une faune extraordinaire. Comment une telle diversité est-elle possible sur nos côtes? Est-elle menacée? Explication des spécialistes dans ce reportage de Mathilde Bélanger. La France métropolitaine compte plus de 5000 km de côtes. Mais saviez-vous que près de la moitié de ces territoires est encore à l'état sauvage? Plages de sable, dunes, falaises, on ne le soupçonne pas, mais ces paysages sont le lieu de vie d'animaux extraordinaires. On peut ainsi y croiser des phoques, des dauphins et même des baleines et des requins. Mais d'où viennent ces animaux et pourquoi sont-ils si bien chez nous? Enquête. Nous sommes à Biarritz. Cette célèbre ville de la côte ouest est connue pour ses plages peuplées de vacanciers chaque été. Mais saviez-vous que derrière cette étendue de sable se cache une nature d'une diversité incroyable? Pour le vérifier, Stéphane Connol, naturaliste, nous propose une balade loin de la cohue du centre-ville, sur les rochers. C'est à marée basse, dans ces flaques, que l'on peut observer de nombreuses espèces de poissons, mais aussi des oursins et des crevettes. On a même parfois de belles surprises. Une jolie étoile de mer épineuse. À la décrocher doucement. Voilà. C'est un animal qui va se déplacer sur les rochers et qui va capturer sa nourriture. Donc elle peut manger des petits escargots de mer, d'autres oursins, grâce à tout un petit réseau de ventouses qu'elle a sous les pattes. Dans ces rochers se cachent plus de 70 espèces différentes. Une richesse incroyable pour le repas des oiseaux. Attirés par le poisson et les crustacés, ils sont plus d'1 million chaque année à fréquenter notre littoral. Et pour préserver cette incroyable faune, l'homme doit éviter de construire ses bâtiments trop près de la mer. Ces territoires sauvages permettent la survie de tous ces animaux. C'est très important de protéger des lieux comme ici, les rochers, les garder sauvages, parce qu'on s'aperçoit que de garder une diversité d'habitats, ça garantit une bonne diversité d'animaux. Plus il y aura d'habitats de disponibles, plus il y aura potentiellement des animaux qui viendront y coloniser. C'est comme si on avait plein de maisons, il y avait plein de maisons prêtes à accueillir des habitants. Et parmi ces habitants, il y en a dont vous ne soupçonnez sans doute pas l'existence en France. Savez-vous que notre pays abrite 2 espèces différentes de phoques? Quelques centaines d'entre eux sont installés en Bretagne et dans la baie de Somme, en Picardie. Ce sont de très petites colonies comparées à celles qui vivent au Royaume-Uni ou en Irlande. Mais pour mieux comprendre ce qui les attire sur nos côtes, retrouvons notre naturaliste au musée de la mer. Les phoques aiment autant les rochers, on les trouve en Bretagne sur des gros rochers en train de se reposer, mais également sur des grands bancs de sable. Donc ils vont se contenter finalement de ce qu'ils ont, mais ce qui, à mon avis, va être essentiel, c'est la proximité de la ressource alimentaire et notamment des bancs de poissons. Et pour pêcher, cet animal possède un outil remarquable. Les phoques sont munis de très grandes moustaches que l'on appelle des vibrisses. Ce sont des organes très sensibles, comme les moustaches des chats, qui leur permettent à se diriger, mais également à détecter leur nourriture. Par exemple, le passage d'un poisson dans l'eau provoque des vibrations. Grâce à ces vibrisses, le phoque peut en détecter le sillage jusqu'à 30 secondes après le passage du poisson. Sous ses allures de grosses peluches, le phoque est donc un redoutable prédateur. Alors un conseil, si vous en voyez un sur la plage, mieux vaut rester à bonne distance. Il est vivement conseillé de ne pas s'approcher d'un phoque en train de bronzer sur la plage parce qu'on risque de l'embêter, de le perturber. Et ce sont des animaux qui ont beaucoup de force dans la mâchoire et des grandes griffes. Donc par précaution, il vaut mieux leur laisser leur tranquillité, ne pas les perturber. Parlons maintenant d'un autre animal que l'on n'imagine pas forcément dans nos mers, la baleine. Et pourtant, elle est bien présente au large de nos côtes. Savez-vous d'ailleurs que Biarritz était autrefois un port célèbre pour la chasse à la baleine?
Au Moyen-Âge, elles étaient nombreuses dans cette zone et très recherchées pour leur huile, leur viande et leurs os. Mais parce qu'elles ont été trop pêchées, elles sont de plus en plus rares sur nos rivages. En revanche, d'autres cétacés s'y sentent très bien. C'est le cas du dauphin, comme nous l'explique Françoise Potrizel, océanographe. Le dauphin, pourquoi il est mieux connu? Parce qu'il va s'approcher plus près des côtes, parce qu'il va chercher de plus petits poissons. Vous aurez donc peut-être la chance d'en apercevoir dans l'eau au cours d'une promenade en bateau, par exemple. Mais attention, comme les phoques, il ne faut surtout pas les déranger. La meilleure attitude lorsqu'on voit ces animaux autour d'un bateau, quand on nage à côté des dauphins, c'est de surtout les laisser tranquilles. D'abord parce qu'ils ont une peau extrêmement sensible, donc on pourrait les abîmer, les égratigner, leur laisser la directive des mouvements. Ils sont dans leur univers, nous ne sommes pas dans le nôtre, l'océan n'est pas notre univers, donc je crois qu'il faut être très respectueux de ces animaux. Le dauphin partage son habitat avec un animal que tout le monde redoute, le requin. Ce prédateur des mers a fait beaucoup parler de lui cet été, notamment sur l'île de la Réunion, où il a mordu 2 surfeurs. Mais risque-t-on vraiment la même chose en métropole ? On pourrait se retrouver des années avec un requin, mais sur nos côtes françaises, ça va être assez rare. On n'a pas de barrière corallienne sur nos côtes, on n'a pas de passe, donc il y a peu de chances de rencontrer un requin, mais on peut tout de même les voir. En effet, regardez ces images filmées cet été avec un téléphone portable par un vacancier au large de Saint-Tropez. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un requin blanc. Le squale de 4 mètres de long nageait tranquillement à 300 mètres des plages de la célèbre station balnéaire. Mais habituellement, bien que nombreux dans nos mers, les requins nagent très loin des côtes. Et malgré leur mauvaise réputation, la plupart sont inoffensifs. Sur près de 400 espèces de requins, moins de 10 sont potentiellement dangereuses. C'est au large de la Bretagne que vit l'un des plus gros requins du monde, le requin pèlerin. Ce monstre des océans mesure jusqu'à 12 mètres. Mais pas de panique, sa grande bouche ne lui sert qu'à filtrer l'eau de mer pour se nourrir de plancton. Vous savez maintenant que les eaux qui bordent la France sont peuplées d'animaux marins extraordinaires, avec lesquels il est très facile de cohabiter en bonne intelligence. E=M6, pourquoi la France est toujours un territoire sauvage? Continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. En France, la montagne est souvent synonyme de sport d'hiver. Mais savez-vous qu'à quelques pas des stations de ski habitent 3 des plus grands prédateurs sauvages d'Europe? Il s'agit du lynx, du loup et de l'ours. Mais comment vivent-ils sur notre territoire? Et sont-ils vraiment dangereux pour l'homme? On vous dit tout. E=M6, pourquoi la France est toujours un territoire sauvage? Deuxième partie. Entre les zones urbaines, les zones agricoles, la forêt qu'il exploite, l'homme a colonisé la quasi-totalité de notre pays. Pourtant, il y reste encore d'immenses espaces vierges de toute occupation humaine. Où ça? En montagne, bien sûr. À quoi ressemblent ces territoires sauvages, parfois situés à 2 pas des stations de ski? Savez-vous qu'on y trouve toujours de grands prédateurs comme le lynx, le loup et l'ours? Reportage de Belinda Gervasoni. En France, la montagne est souvent synonyme de sport d'hiver. Mais savez-vous qu'à quelques pas des stations de ski habitent 3 des plus grands prédateurs sauvages d'Europe? Il s'agit du lynx, du loup et de l'ours. Mais comment vivent-ils sur notre territoire? Sont-ils vraiment dangereux pour l'homme? Ce soir, E=M6 vous offre la chance d'approcher au plus près ces fascinantes espèces. Pour faire connaissance avec les loups, les ours et les lynx, nous nous sommes rendus au parc naturel de Sainte-Croix, en Lorraine. Anthony Koller nous emmène à la rencontre de ces espèces incroyables. Les 3 espèces, ours, loup et lynx, sont des animaux qui sont présents sur le territoire national français. Et ces animaux, eh bien, on ne va pas les trouver au même endroit. Il est en effet difficile d'observer ces espèces dans la nature, car elles sont dispersées sur d'immenses territoires, loin de la présence humaine. Première rencontre avec le roi de la forêt, l'ours brun. Quasi exterminé il y a 20 ans, quelques individus venus de Slovénie ont été réintroduits dans les Pyrénées, au milieu des années 90. Mais pourquoi l'homme les avait-il fait disparaître? Quand on crée l'élevage, ces animaux deviennent des gêneurs, parce qu'ils vont venir s'agglutiner autour de nos élevages pour venir récupérer à manger. Donc à partir de là, on défend nos troupeaux. La chasse à l'ours devient donc une sorte de tradition. Mais saviez-vous que l'ours, derrière son allure impressionnante, a quelques points communs avec l'homme? C'est une des rares espèces qui puisse se tenir comme nous sur la plante des pieds, plantigrade, il a les pieds nus. D'ailleurs, dans les Pyrénées, on l'appelle le va-nu-pied.
Et malgré ses 2,20 m de hauteur et des pattes aussi longues qu'une batte de baseball, l'ours est un gros fainéant. Il en faut peu pour être heureux, vraiment. Quand on pense à l'ours, c'est vrai qu'on a cette image un petit peu du livre de la jungle, Balou qui est en train de cueillir des fruits à droite à gauche, qui soulève un caillou, qui trouve des fourmis. Bah, l'ours brun, c'est exactement ça. L'ours, il passe quand même 16 à 17 heures par jour à chercher à manger. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. L'ours se nourrit essentiellement de fruits, de graines et de petits insectes qu'il trouve grâce à son odorat très développé. Mais il lui arrive aussi de manger des animaux comme les moutons, au grand désespoir des éleveurs. Et si l'ours a un gros appétit, c'est qu'il fait des réserves pour sa période d'hibernation. En effet, entre octobre et février, il reste enfermé dans un endroit clos où il ne va faire que dormir. Sa respiration, sa température baisse de manière très importante elle aussi. Le rythme cardiaque, toutes les fonctions vitales vont être ralenties et en plus il ne mange pas, il ne boit pas. Et détail important, c'est durant cette période où l'ours ne se nourrit pas et vit au ralenti que la femelle va donner naissance à ses petits. L'un des plus grands mystères pour la science. Car alors que la rencontre entre le mâle et la femelle se déroule au mois de mai, ce n'est que 5 mois plus tard que la grossesse va commencer. Explication. L'ovule qui a été fécondé par les spermatozoïdes du mâle ne vont pas s'implanter tout de suite à l'intérieur de l'utérus, ce qui fait que la gestation réelle commencera durant l'hiver quand elle va rentrer en hivernation et elle mettra au monde ses petits durant l'hivernation. En clair, chez l'humain, dès que le spermatozoïde, autrement dit la graine du papa, rencontre l'ovule, l'œuf de la maman, le bébé va immédiatement commencer à se développer. Alors que chez l'ours, il va attendre la période d'hibernation pour grandir, soit près de 4 mois et demi à 7 mois après l'accouplement. Une autre espèce sauvage peuple notre territoire, le loup. Au début du siècle dernier, il avait totalement disparu de France. Mais depuis 20 ans, venu d'Italie, il a de nouveau colonisé nos montagnes. Ils sont aujourd'hui environ 250 à vivre dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Vosges. Le loup est l'un des prédateurs les plus chassés par l'homme. Dans le but de préserver nos élevages, on lui a fait au cours de l'histoire une réputation diabolique. Pendant 1200 ans, on l'appelait le grand méchant loup. On se disait que c'était un animal qui mangeait les hommes, un animal qui avait une morsure empoisonnée. Toutes ces histoires, étaient là pour donner vraiment un rôle négatif à cet animal. Bien que mal aimé, le loup n'en est pas pour autant solitaire. Habitué aux grands espaces, il préfère la vie avec les siens. Le loup, fondamentalement, est une espèce qui vit en meute, avec simplement un mâle et une femelle qui vont se reproduire. On les appelle le couple dominant. Les autres individus de la meute vont avoir une activité d'oncle, de tante, de sœur, de frère. Il n'y a donc que 2 loups parmi la meute, sorte de chefs de famille, qui se reproduisent et ont priorité sur la nourriture chassée. Et contrairement à ce que l'on pense, les loups ne passent pas leur temps à dévorer leur proie. C'est d'ailleurs pour cela qu'est née l'expression « avoir une faim de loup ». Dans la nature, quand ils vont tuer un animal, ils vont se nourrir dessus pendant plusieurs jours. Avant qu'ils arrivent à en tuer un autre, il peut se passer plusieurs jours. Et c'est vrai qu'on estime qu'en général, ce loup, même si c'est un grand prédateur, sur 10 tentatives de prédation, il y en a 9 qui vont se solder par un échec. Le loup n'est donc pas un très bon chasseur. Et de l'homme ou du loup, ce n'est pas celui que l'on pense qui a le plus peur de l'autre. Tous les loups présents aujourd'hui en Europe occidentale sont des loups très craintifs. Ils sentent l'homme, ils savent qu'il y a un danger, ils s'enfuient. Si vous avez donc la chance d'en croiser un, sachez qu'il ne devrait pas s'approcher à moins de 100 mètres de vous. Alors, pas de panique. Intéressons-nous maintenant au plus mystérieux des animaux sauvages, le lynx. Comment imaginer, en regardant ce félin qui ressemble à une panthère ou à un gros chat, qu'il peuple aussi nos montagnes? Et pourtant, c'est dans le Jura et dans les Vosges qu'il a élu résidence depuis un siècle. Alors le lynx, il a toujours été présent chez nous, simplement il avait disparu principalement à cause de la chasse, à cause de la concurrence avec l'homme. Et si le lynx était détesté par l'homme, c'est pour ses qualités de redoutable chasseur. Les lynx sont des carnivores purs qui ont un besoin plus important de se nourrir chaque jour. Ce pas des animaux qui sont habitués à jeûner, mais c'est des animaux qui arrivent à chasser bon an mal an chaque jour une proie, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse. Le lynx ressemble à un gros chat domestique. Pourtant, ses caractéristiques sont différentes. Ses oreilles sont surmontées de pinceaux, sa queue est écourtée avec une extrémité noire, mais ça n'est pas tout. On ne va pas parler de miaulement chez les lynx, mais plutôt de feulement. Et on va entendre des waouh,
Waouh! Waouh! On dit souvent avoir un œil de lynx, ce qui signifie avoir une vue perçante. Mais d'où peut bien venir cette expression? Œil de lynx, ça vient de quoi? Œil de Linché. Linché, en fait, c'était tout simplement une des vigies. Vous savez, les vigies, c'est ceux qui sont tout en haut des mâts sur les bateaux. C'était lui qui était sur le bateau de Jason et les Argonautes et qui pouvait voir justement la Terre et dire « C'est bon, Terre en vue, on va y arriver, on arrive à destination ». Et c'est donc une confusion entre les mots linché et lynx qui a donné naissance à l'expression. Une histoire d'autant plus étonnante que le lynx n'a pas du tout une bonne vue. Il voit très mal de loin. Le lynx est myope. C'est un animal donc, qui va bien voir le mouvement, mais finalement qui ne verra pas très bien. Le lynx reconnaît cependant très bien l'homme et il est plutôt inoffensif pour lui. Il ne va pas nous considérer comme une proie, donc il ne va pas venir s'attaquer à nous. On est debout. Cette stature en fait de l'homme inquiète la plupart des animaux. Vous l'aurez compris, que vous croisiez un ours, un loup ou un lynx, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Profitez surtout de la chance exceptionnelle d'observer ces merveilleux habitants de nos montagnes françaises. E égale M6, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir.